Maintenant d'innovation. Dans la deuxième table ronde de cette matinée, on va s'intéresser aux dernières technologies. On va dresser un panorama des nouveautés qui vont préfigurer le commerce et le paiement de demain. Et pour cette table ronde, je vais appeler Jean-Michel Chanvas, délégué général de Mercatel, Anne Desmond, responsable du développement commercial chez Business France. On peut les applaudir, effectivement. Ludovic Francesconi, responsable marketing et innovation chez CB. Guillaume Rio, responsable des tendances technologiques et des partenariats au sein de l'échangeur chez BNP Paribas, c'est un lab, l'échangeur. Et puis Xavier Vasselin, responsable du lab paiement au Crédit Agricole. Asseyez-vous, prenez place. Merci à tous les 5 d'être avec nous ce matin. Ludovic, on va commencer avec vous. Vous allez nous présenter une nouvelle démo de commerce vocal avec authentification biométrique. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, puis je crois qu'on la verra après en vidéo. Bonjour à tous et merci à tous nos intervenants d'être présents. Effectivement, c'est une vidéo d'une démo. Alors, on a choisi de ne pas faire la démo en live pour éviter l'effet démo. Bon, excusez-nous. On a fait une vidéo du coup de cette démo que vous pouvez retrouver sur l'espace d'exposition en bas, que nous avons réalisé avec 3 startups qui sont accompagnées par le Lab ICB cette année. Vous allez voir de quoi il s'agit. C'est du commerce vocal, effectivement. Beaucoup de gens s'intéressent au commerce vocal. Et donc là, l'idée, c'était de trouver une solution pour faire un parcours client simple avec un paiement sécurisé, CB, intégré. Donc on va, je pense, voir la vidéo. Alors, excusez-nous, ça a été fait assez vite par l'équipe du Lab, Raphaël en particulier, que je remercie. Et donc, la qualité du son n'est peut-être pas extraordinaire. Voilà, je lance. On regarde. Je souhaite commander une pizza chez CB. Bonjour, bienvenue chez Pizza chez CB. Que souhaites-tu commander? Je voudrais 2 margaritas. Bien noté. Votre panier contient 2 margaritas. Quelle boisson souhaitez-vous pour accompagner vos pizzas? Un coca. C'est bien enregistré. 2 margaritas et un Coca-Cola maintenant. Merci de bien vouloir énoncer votre adresse, le code postal et la ville pour la livraison. 28 rue Saint-Dominique, 75 007, Paris. Parfait. J'ai noté comme adresse 28 rue Saint-Dominique, 75 007 Paris. Est-ce correct? Oui. Pouvez-vous me donner votre prénom et votre numéro de téléphone? Louis, 06 87 56 63 68. Louis, quand souhaitez-vous être livré? Dès que possible. Le montant de votre commande est de 25 €. Pour confirmer votre commande, dites oui. Oui. Pizza chez CB vous remercie. Vous allez recevoir un SMS pour procéder au paiement par carte bancaire. J'ai terminé ma commande. Ok, votre commande est en cours de préparation. La livraison sera effectuée vers 12h17. Bon appétit. C'était une démonstration avec le lab de carte bancaire avec la participation de VoxPay, United Biometrics et Qualys. Et voilà, on attend les pizzas maintenant. Merci, et donc merci également à Louis, dont vous avez pu apprécier les talents d'acteur dans la vidéo. Donc juste pour faire rebondir par rapport à la conversation précédente sur la biométrie, effectivement, vous pouvez constater que l'authentification qui est faite via la banque en ligne, c'est une authentification qui est faite par la banque, eh bien c'est de la multibiométrie,
C'est-à-dire que, effectivement, un facteur de biométrie n'est pas forcément aujourd'hui suffisant. Et donc, on a fait là, pour le coup, on a testé l'empreinte digitale avec un chemin secret qui permet d'avoir à la fois un parcours fluide et sécurisé. Voilà. Mais si vous avez des questions sur la démo, vous pouvez passer on peut retrouver la au déjeuner. démonstration, Voilà. c'est ça, pendant la pause déjeuner. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pour après-demain, Ludovic? Nous, on pense que c'est pour demain, et c'est pas si loin que ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de foyers en France qui sont équipés déjà d'enceintes connectées. Alors, bien sûr, il y a les enceintes d'Amazon, de Google ou d'Apple, mais de plus en plus, les acteurs traditionnels, entre guillemets, s'y mettent. Par exemple, vous avez la Freebox, la nouvelle Freebox qui a un assistant personnel intégré. Vous avez celui d'Orange également qui s'appelle Jingo. Et donc, ça commence à arriver. Et également, demain, on va avoir ça dans la voiture. Et je pense qu'on va avoir des assistants personnels qui passeront beaucoup par la voix et qui seront un peu présents partout dans notre vie. Alors justement, demain, après-demain, à quoi peut-on s'attendre? Quelles seront ces tendances au niveau mondial? Guillaume Rio, je vais vous donner la parole. Donc pour l'échangeur BNP, l'échangeur, on peut le définir comme une veille d'experts, c'est ça, qui vont voir un peu partout dans le monde ce qui se passe, les dernières nouveautés. C'est très prospectif en fait. C'est ça, en fait. L'échangeur est une entité de BNP PF, Personal Finance, et notre rôle donc, c'est de faire une veille mondiale sur toutes les innovations technologiques et derrière de les décrypter. C'est pas tant de faire une énumération des technologies, mais de dire quel va être le sens du monde porté sur le business, et voire même, on va l'évoquer, vous en tant que citoyen. Et pour cela, on est la veille prospective du groupe BNPPF, mais on est aussi ouvert à des clients extérieurs, en B2B. Donc c'est ouvert à tout le monde. Pour revenir sur les tendances, on ne peut parler que de IA. L'AI centralise beaucoup les innovations et les services de demain. Je vais vous donner 2 chiffres. Les chiffres sont toujours porteurs de solutions et surtout de rapports de force. Il faut savoir que l'investissement dans l'AI, 48% de l'investissement dans l'AI est porté par la Chine, d'accord, et 42% est porté par les États-Unis. Il ne reste pas grand-chose. Ce qui veut dire qu'il ne reste pas grand-chose, ni en Europe, ni ailleurs. Et les derniers pourcentages restants sont beaucoup portés par l'Israël, qui sont très forts justement dans tout ce qui est reconnaissance d'image. On parlait de deepfake, et ils ont beaucoup de sociétés qui travaillent là-dessus. Ce qui veut dire quoi derrière? Vous savez que tous les smart speakers sont portés par les États-Unis. Alexa, Google Home. D'ailleurs, j'ai une interrogation. Combien de personnes ont un smart speaker chez eux, dans la salle? Vous pouvez lever la main. Voilà, donc c'est assez représentatif. On est 20, allez, on va dire 20%. Ouais. Ce qui veut dire par là, c'est que ces smart speakers, au-delà de proposer ce qu'on a vu, un service de paiement ou un service d'achat, vont aller beaucoup plus loin que ça. Quand on regarde les brevets, et je ne parle même pas des smart speakers chinois, parce qu'il y en a aussi en Chine, portés par Alibaba, Tmall Genie, etc., qui déjà incorporent la reconnaissance faciale. Ils reconnaissent vos émotions. Et derrière cela, ils vont aussi connaître votre état de santé. Il y a déjà des tests qui sont faits par Baidu en Chine, et Amazon a lancé un brevet pour la nouvelle version d'Alexa, où ils vont reconnaître votre timbre de voix, donc déjà l'empreinte vocale pour le paiement, on l'a évoqué, mais aussi l'empreinte vocale pour tu vas être malade, ok, je sens que tu vas avoir un rhume ou une bonne grippe, je vais te mettre en relation avec de la télémédecine. Et c'est que le début. Ensuite, ils vont installer des caméras, reconnaissance faciale, etc. Et ce qui est important derrière, c'est que ça ne va pas porter que sur le retail, que sur la domotique, mais ça va aussi porter sur la santé. Et je pense que le next step, c'est que Amazon demain, dans Amazon Prime, vous aurez aussi la santé. C'est ce que fait déjà Alibaba en Chine. C'est-à-dire que dans Alipay, vous avez accès forcément à des achats dans le commerce quotidien, mais vous avez aussi, avec vos objets connectés, ils savent votre état de santé et à partir de là, vous mettre en relation avec un avatar vous faites de la télémédecine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces petits objets se démultiplient avec leur reconnaissance vocale. Et ils vont surtout prendre beaucoup de place, si on comprend. Ils vont prendre beaucoup de place. D'ailleurs, Alexa, c'est pas qu'un totem, c'est maintenant des oreillettes, c'est des lunettes. Ils ont lancé plein de produits super sympas, pas très chers, mais derrière, c'est Alexa. Et derrière, Amazon est en train de construire son écosystème. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont une entité de santé qui s'appelle 1492. Donc, vous voyez, c'est pas prétentieux du tout. Non. Qui est sur la recherche médicale. Ils ont racheté une start-up, un pharmacien en ligne qui s'appelle PillPax.
Ils sont dans la recherche, ils ont racheté une société qui s'appelle Grell, c'est-à-dire qu'ils ont tout l'écosystème de santé. Pour l'instant, ils n'en parlent pas trop, mais demain, ça sera intégré dans Amazon Prime. Demain, Amazon Prime, ça sera un forfait de vie où vous aurez tous les services. Au-delà de la vidéo, vous aurez des services pour contrôler vos véhicules, etc., etc. Et c'est vers ça qu'on va, sur cette forme de plateformisation de services. Et la question sera peut-être plus tard, quid de l'Europe? Voilà, c'est une petite intro. Merci, c'est pas du tout flippant comme intro. Non, Merci beaucoup. Anne Despont, il y a quand même des idées en France, hein, et vous exportez ces idées françaises à l'étranger, les idées, les innovations. Quelle est, votre vision des tendances vues de nos startups qui se développent, notamment dans le e-commerce, dans le e-service? Bonjour à tous. Alors, donc, je m'appelle Anne Despont, je travaille chez Business France. Donc, Business France, très rapidement, on est une agence semi-publique et notre but, c'est d'aider les entreprises françaises à s'internationaliser, c'est-à-dire trouver des partenaires à l'étranger, les aider aussi à s'implanter vers les pays de leur choix. Et donc, moi, je suis plus particulièrement en charge avec, pas toute seule, avec une équipe, bien sûr, du développement des entreprises, donc du retail, des fintech et aussi des industries culturelles et créatives. Et c'est vrai que par rapport à ce qui a été dit auparavant, c'est vrai qu'on accompagne pas mal de start-up innovantes sur différents événements à l'international. Et c'est vrai que typiquement dans le domaine du retail, on a en tout cas de plus en plus de sociétés françaises qui se développent, notamment sur le sujet du voice commerce, mais également aussi beaucoup sur l'imagerie 3D en fait, qui prend en tout cas pour nous une part plus importante dans la part des startups que l'on accompagne à l'international et qui souhaitent se développer très vite sur les marchés étrangers. Après, on a aussi de très belles pépites qui sont, je dirais, plus traditionnelles, notamment dans tout ce qui est optimisation de sites web. Enfin, on accompagne beaucoup d'entreprises qui ont déjà des implantations à l'étranger, mais qui aussi utilisent nos services pour continuer justement à s'accélérer. Je pense notamment à des entreprises comme Content Square ou Miracle qu'on considère encore comme start-up, mais qui sont quand même très bien développées à l'international. Donc voilà, on continue en tout cas à travailler sur différents segments. Et aussi sur l'aspect retail, on note aussi de notre côté une internationalisation, je dirais, plus poussée des entreprises qui proposent justement des solutions pour tout ce qui est gestion de commandes, stock et aussi des retours, puisque c'est aussi quelque chose qui est très important à l'heure actuelle pour les marchands. Oui, pour le e-commerce. Merci Xavier Vasselin. Vous êtes responsable du lab paiement au Crédit Agricole. En matière donc de système de paiement, quelles innovations vous avez envie de mettre en valeur aujourd'hui? Alors d'abord, c'est Crédit Agricole Payment Services sur la partie vraiment entité, sur la partie paiement. Aujourd'hui, en termes d'innovation, on est sur différents cas. On peut avoir des cas vraiment qui sont en rupture technologique, hein. Comme on a pu voir par le passé, en 2018, on a fait pas mal de choses autour de la blockchain et ainsi de suite. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est que vis-à-vis de nos utilisateurs, tout ce qui est, on va dire, technologie, on arrive complètement à l'effacer. Aujourd'hui, quand on parle justement de technologie, le problème, c'est qu'on ne va pas parler à tout le monde de qu'est-ce que c'est que la blockchain, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Donc c'est plutôt de dire comment j'arrive complètement à masquer, comment j'arrive complètement à lisser, effacer cette friction de la technologie, de façon à rendre quelque part l'usage hyper simple. C'est un peu là-dessus justement que c'est hyper pertinent. Donc aujourd'hui, au travers justement du paiement mobile ou des choses dans ce style, on a exactement ce qu'on a fait. Typiquement, de pouvoir donner la main à destination des utilisateurs pour dire je peux bloquer mon plafond, je peux mettre en opposition ma carte, je peux faire tout un tas de choses. En définitive, ça c'est vraiment, on va dire, des sujets qui tournent autour de la paysation au niveau justement des modifications de SI qui sont hyper intéressantes. Et là-dessus, pour faire relativement simple, c'est comment est-ce qu'on dirait à quelqu'un, ok, vous allez faire du paiement mobile, mais vous allez le faire en Secure Element ou vous allez le faire en HCE pour le Oscar Demolition. Donc obligatoirement, quelque part, le client qui va l'utiliser n'a strictement rien à faire. Donc c'est bien le but du jeu, c'est de se dire toutes les innovations à l'heure actuelle qu'on sort d'un point de vue technologique, on masque tout et on essaie justement de répondre aux besoins des clients. Ludovic Francesconi, CB fait partie d'un jury qui va accompagner un certain nombre de startups, notamment au Grand Show de New York en janvier. Vous, quelles idées vous retenez ? Donc effectivement, on a tenu à inviter Business France aujourd'hui parce qu'on est partenaire de Business France pour la délégation French Tech
au NRF, donc le NRF Show, donc le plus grand salon mondial du retail qui se tient à New York en janvier. Et donc on a participé à la sélection des startups françaises qui seront dans ces délégations French Tech. Donc je crois qu'il y en aura 22, Anne, je suis pas sous contrôle. Et donc ça c'est très intéressant aussi pour nous parce que dans le cadre de notre programme d'accompagnement de startups, ça nous permet d'accompagner ces startups, de faire du mentoring comme on dit, et d'être visible aussi sur des projets qu'on va pouvoir potentiellement construire avec ces startups. Donc c'est tout l'intérêt de ce qu'on a montré sur le commerce vocal, qu'on avait déjà fait avec d'autres startups, par exemple l'année dernière avec WeBotit et EO. Et donc, moi, juste pour revenir sur les tendances qu'on observe, donc effectivement, Guillaume a parlé de l'intelligence artificielle. Je pense que ça, c'est une tendance vraiment profonde dans le commerce. Il y a un nombre de cas d'usage phénoménaux qui sont possibles avec de l'intelligence artificielle basée sur des données de qualité. Et donc, toute la difficulté, c'est de trouver des données de qualité. Et donc, mais par exemple, si on veut citer quelques cas d'usage potentiels dans le commerce, la fluidification du passage en caisse, l'amélioration de l'expérience client via une meilleure information du client dans le magasin. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le magasin. Ce qui va se passer sans doute sur les prochaines années, c'est que les magasins... Sans personnel, c'est ça. Alors les magasins, alors ça c'est Aussi. autre chose, mais les magasins vont aussi reprendre les codes du e-commerce. C'est-à-dire qu'on va avoir un accompagnement du client, une personnalisation du parcours client dans les points de vente qu'on a déjà en grande partie aujourd'hui en e-commerce. Et ça va être possible grâce à l'intelligence artificielle et aux data. Et effectivement, CB a beaucoup de données, les banques ont beaucoup de données et peuvent contribuer à tout ça. Surtout sur la partie aussi gestion de risque, l'intelligence artificielle de façon à augmenter les scorings, travailler dessus, machine learning et ainsi de suite. Ça, c'est un sujet qu'on traite tous les jours là-dessus. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle joue beaucoup sur la simplicité. La simplicité d'achat, on parle beaucoup d'Amazon Go, mais il n'y a pas qu'Amazon Go, il y en a beaucoup en Chine. Il y a une société qui s'appelle Cloudpeak qui fait tous les magasins autonomes d'Alibaba, de JD.com, Eleven7 au Japon. Et on sait qu'en France, il y a Carrefour qui a annoncé plus ou moins qui teste son magasin autonome Flash. Ahold aussi de même en Hollande et aussi en Belgique. Et il faut savoir aussi que ce sont des sociétés américaines qui produisent l'intelligence artificielle. Mais après, c'est de savoir est-ce que ça va fonctionner. L'intérêt pour l'instant, ces magasins, c'est 800 produits, 1200 références. Donc c'est plutôt dans le food. C'est un côté très fonctionnel. Il y a beaucoup de réflexions autour. Il y en a beaucoup qui sont placés dans des aéroports, dans des gares, dans des lieux de passage où on quitte son travail et on n'a pas le temps de faire les courses. Hop, on rentre, on est identifié, soit par un code barre, soit par reconnaissance faciale. Donc toutes les terminologies typiques de l'AI. Mais ça va aussi, même, on parlait tout à l'heure de deepfake, et il y a une société en Chine qui s'appelle eFlyTech. eFlyTech est peu connue, mais c'est l'équivalent d'un Alibaba en Chine. Et eFlyTech a pour but, pour mission, parce que le gouvernement donne des missions à ses bons élèves. Par exemple, Alibaba doit gérer la ville du futur, Baidu l'automobile de demain. Et eFlyTech doit optimiser la reconnaissance vocale. Pourquoi ? Il faut savoir que eFlyTech arrive à recréer vraiment votre texture de voix. Et ce n'est pas que de la science-fiction, dans la mesure où elle est utilisée déjà dans des web call centers. Donc vous appelez des web call centers, et vous avez une personne très agréable qui s'adapte à votre verbatim, à votre terminologie, à votre inflexion de voix, et en fait, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que derrière, on va nous dire « Ouais, mais le magasin va subsister, l'expérience client, les web call centers », mais malheureusement, beaucoup de banques, et on en fait partie, ferment leurs agences, et finalement, l'intelligence artificielle va donner peut-être un côté humain via une reconnaissance, via une simplicité, voire une intimité. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, et c'est vraiment un débat à prendre en compte dans le commerce. Dans le commerce en l'occurrence, et je ne parle même pas de la santé, qui est un des prochains grands next steps qui va exploser, qui sera le pied d'entrée pour beaucoup d'entre eux, dont Apple est le grand porte-parole. Jean-Michel Chanvas, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que j'ai l'impression que nous, dans le commerce, on est encore très très loin de tout ça. D'abord, j'ai l'impression qu'on survend un peu
les enceintes connectées, parce que quand on est utilisateur, c'est quand même extrêmement pénible, ne serait-ce que pour demander à l'enceinte connectée d'appeler quelqu'un qu'on a envie d'appeler. Hein. On voudrait appeler Ludovic. Ludovic, quel Ludovic? Ludovic portable? Ludovic bureau? Enfin, donc là, franchement, on est vite agacé. Hein, donc il faut dire la vérité. Moi, je pense que par rapport à ça, merci, on est plutôt en haut de la courbe du Gartner, mais on va descendre. Donc, donc aujourd'hui, vous êtes je dubitatif. suis pas sûr que je vais acheter tout de suite une enceinte. Mais ça viendra. Hein, j'ai pas de souci avec ça. Oui, c'est une technologie sûr, qui s'affine de jour en jour. Je ne remets pas en cause la technologie. C'est juste où on en est d'une nouvelle technologie en matière d'utilisation possible. 2 sur l'IA. Je vais encore faire je vais encore faire l'idiot, mais aujourd'hui, quand vous êtes consommateur, vous êtes client d'une enseigne, ce que vous attendez en premier, c'est qu'on vous reconnaisse. Donc, la reconnaissance, ça reste l'essentiel, c'est-à-dire je suis qui, moi, comme personne. Habituellement, dans un commerce physique, vous rentrez, et même si vous venez tous les jours en Galerie Lafayette, personne ne vous reconnaît. C'est insupportable. Quand vous allez chez votre boucher, qui est préexisté au e-commerce, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous reconnaît quand vous rentrez. Donc la reconnaissance, et ça s'est beaucoup accru parce qu'il y a un phénomène socio, anthropo, etc., de besoin d'exister individuellement. On a tous ce besoin d'exister et de besoin de différence. Hein. Ce besoin-là, il renvoie à la nécessité de reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, aujourd'hui, pour moi, et de ce que je comprends de l'état de l'intelligence artificielle, elle ne peut pas être fabriquée par la machine, mais uniquement par l'humain. Autrement dit, la machine, elle va être capable encore pour longtemps de bien aider à faire le métier de base, mais le surcroît qui fait que on va passer de la satisfaction à la fidélité par l'enchantement, c'est le cerveau humain qui le génère. C'est pas moi qui le dis, hein. C'était dit encore il y a 2 ans au forum de l'innovation de Mastercard, vous ne vous souvenez pas, par un des sommets français de l'IA qui expliquait qu'on avait encore un peu de temps devant nous. Voilà. Donc, oui, ce que vous dites quand même, Guillaume, c'est que l'intelligence artificielle progresse très très vite et qu'elle est capable maintenant de s'adapter à la personnalité. Je ne suis pas en train de vendre l'intelligence artificielle, j'évoque les cas qui se développent, après c'est des paris, après est-ce que ça fonctionnait. Mais moi ce que je trouve paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de magasins ferment, beaucoup d'agences bancaires ferment, et c'est souvent le discours, ouais, l'AI n'arrivera jamais à faire de l'empathie, etc. Mais en contrepartie, on ferme des magasins, on ferme des agences bancaires, donc c'est assez paradoxal. Il y a un côté, je vais intituler une de mes présentations schizophrénia. C'est schizophrénique. Donc, mais il n'y a pas de vérité. Moi, je n'ai pas envie de parler avec une AI chaque jour en pensant que c'est un humain derrière et vice-versa. Mais si derrière, on ferme des agences, je me tourne vers qui? Je vais en ligne et je vais être reconnu. Bonjour Guillaume, bienvenue sur Amazon Prime. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? J'aurai une voix de synthèse, super chiadée, etc. Est-ce que c'est ça que je veux? Je ne pense pas. Mais l'histoire commence à montrer que même maintenant, le real estate, les immeubles, intègrent Alexa par défaut. À Brooklyn, ça commence. En Chine, j'en parle même pas. Voilà, donc est-ce que c'est un modèle de vie qui va se construire? Je ne l'espère pas. Mais leur mot d'ordre, et c'est le mot d'ordre d'Amazon et tous ces géants, c'est la simplicité. Je vais simplifier ta vie. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher telle banque, tu n'auras plus besoin d'aller chercher tel commerce. Tu me demandes, je te livre le lendemain et le paiement est totalement transparent parce que j'ai soit reconnaissance faciale, etc. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et en plus, je te délivre des services de santé. C'est super, tu n'as plus rien à faire. C'est un forfait de vie. Peut-être demain, ils vendront des forfaits de vie. Amazon Prime sera peut-être un forfait de vie demain. Amazon Live. Je prends un pari dans 3 ans. Vous verrez. Bon, je ne sais pas. Mais il y a un sentiment. Quand vous voyez tous les rachats qu'ils font, avec l'IoT, l'AI, il y a une idée de devenir un hub serviciel. Voilà ce que je voulais dire. Oui, en tout cas, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un accélérateur de la transformation du commerce et du paiement. Anne Desmond.
sur ce Oui, point. c'est vrai que par rapport, en tout cas, nous, aux entreprises qu'on accompagne à l'étranger, c'est vrai, il y a le retail, mais on l'utilise il y a plein d'utilisations possibles. Je vois par exemple là sur les lauréats NRF 2020 que l'on va présenter justement en janvier prochain. D'ailleurs, l'annonce des lauréats, donc je ne peux pas dévoiler les noms aujourd'hui, mais elle se fera du coup chez Carte Bancaire, donc lundi prochain. On a effectivement des entreprises qui travaillent, donc qui utilisent justement l'IA pour différentes choses, pour tout ce qui est lié à l'user experience, pour tout ce qui est lié aussi à des solutions liées à la supply chain, et puis aussi bien évidemment tout ce qui est prévision des ventes, tout ce qui est lié à l'opérationnel, à ce qui se passe en magasin. Donc on a vraiment un champ d'application qui est assez varié. Et puis aussi même, donc c'est utilisé pour tout ce qui est lié, bien évidemment, marketing digital, tout ce qui est commerce conversationnel, donc entre les marques, le client, les marques et les distributeurs. Donc on a un champ des possibles qui est assez large. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on travaille, nous aussi, c'est une des entreprises dont je vais parler, mais sans citer le nom, mais on a une société là qui va faire partie de la délégation qui utilise aussi donc l'IA pour tout ce qui est la description justement des émotions et qui permet de faire justement développer le commerce et l'expérience. Donc on est sur des thématiques qui sont en tout cas de plus en plus pointues, ça c'est clair. Xavier Valin, c'est vrai qu'on voit déjà ces innovations technologiques qui sont adoptées par les commerçants et les clients tout de même. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont rentrées. Aujourd'hui, dans l'innovation qui est rentrée clairement aujourd'hui, on l'a évoqué un peu ce matin, même beaucoup, c'est tout ce qui concerne vraiment l'authentification. Quand on voit un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en termes d'authentification, que ce soit la biométrie faciale, que ce soit la biométrie fingerprint. Et puis il y a aussi vocale. l'innovation pour les services aux clients. Les wallets, la personnalisation des parcours clients. En définitive, c'est vraiment là-dessus qu'on a vraiment un gros travail à faire. Si on revient un petit peu sur les choses qui sont hyper intéressantes et qui intéressent aussi un peu Carte Bancaire, c'est sur la partie paiement. Et sur la partie paiement mobile, aujourd'hui, justement, on a un manque fort de tout ce qui est les services associés. Aujourd'hui, une application mobile de paiement, elle fait du paiement mobile obligatoirement si on veut aller un peu plus loin. Si on veut justement aussi que le paiement mobile à un moment décolle, c'est justement comment est-ce qu'on apporte du service à valeur ajoutée, que ce soit au niveau des crédits, que ce soit au niveau justement de comment est-ce que je permets d'authentifier, mais pas que authentifier au moment du paiement, mais dès l'instant que j'ai besoin de reconnaître quelqu'un à un moment donné, juste quand je l'ai en ligne ou quand j'ai besoin de l'authentifier à un moment donné. C'est vraiment tous ces services-là qui sont hyper intéressants à destination quelque part de nos clients. Et ce qui est important, c'est toujours d'utiliser quelque part ces services-là à destination, vraiment sans friction à destination de nos clients, quoi. Oui. Jean-Michel Janvas. Oui, moi ça me va mieux comme approche parce qu'on repart de la technologie pas pour la décrire. On a commencé par la technologie de l'après-demain. Là, on revient plus dans le concret d'aujourd'hui. Oui, mais surtout pour son usage. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de déterminer en quoi cette techno, elle permet, à mon avis, de résoudre conjointement 3 types de sujets ou de préoccupations qui permettent de donner au client envie d'acheter, qui fait qu'il va être à l'aise, et que nous, on va être à l'aise que ça va nous permettre de développer nos affaires. Est-ce que la techno, elle permet de personnaliser la relation? Est-ce qu'elle, ça c'est un premier point, est-ce qu'elle s'inscrit dans de la RSE? Je pense que c'est une préoccupation absolument majeure des consommateurs, ça. Et évidemment, alors je ne l'ai pas mis sur le top parce que tout le monde a ça en tête, est-ce qu'elle concourt à fabriquer un parcours client fluide? Voilà. Et ben, si vous prenez la biométrie, par exemple, vous voyez que bon, alors, sur la RSE, peut-être pas terrible, mais sur les 2 autres facteurs, c'est majeur. À la fois, c'est un élément qui fluidifie le parcours, et c'est aussi un élément qui va avec la personnalisation. Finalement, on est très à l'aise parce qu'en creux, quand on nous demande de mettre notre empreinte, on nous parle de nous. Et que de nous. Et donc je pense que de cette façon-là, on voit que ce type de techno
va être embarqué un peu partout et avec je veux dire, potentiellement très, très rapidement. Hein, alors, il faudra résoudre effectivement les sujets de est-ce que c'est moi, reconnaît ma voix là, tout le monde a en tête cette pub là, où il y a une mère qui appelle sa fille mais qui a un rhume, on a l'impression que c'est un tueur, enfin ou une tueuse, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, je pense pas, mais bon, c'est pas grave, on regarde pas les mêmes séries à la télé, mais c'est pas grave. Effectivement, la voix peut être imitée, peut être transformée. Moi, j'avais compris que c'était pas le cas, c'est pour ça que j'étais quand même très déçu de la démo, parce que pour moi, à partir du moment où on parle à une enceinte, mais c'est fini. La question de l'authentification, elle ne se pose plus. Elle a été déléguée, d'ailleurs déléguée aux commerçants. Non, mais comment vous dites non? Mais c'est ça que les clients veulent. Parce que si on parle à une machine, c'est que la machine nous reconnaît. Si à la fin, elle nous dit « Ah, au fait, c'est bien toi, Jean-Michel ?» Mais non, mais c'est absurde. Hein. Parce que d'abord, si elle ne m'a pas reconnu dès le départ, comment elle va être capable de me faire une offre qui correspond à ce que j'attends? Non, mais... Allô? Sur la partie authentification. Je suis obligé de répondre là-dessus. Juste rapidement. On a choisi de faire comme ça. Et je pense que le Crédit Agricole d'ailleurs avait fait une démo similaire avec des ultrasons, avec une techno un peu différente, avec des ultrasons. On a choisi de faire comme ça parce que quand même, là la démo elle est sur Google Home. L'idée c'est quand même pas de tout donner à Google. Donc effectivement, on pourrait tout donner à Google et dire voilà, je fais l'authentification aussi auprès de Google. Voilà, on fait tout aux États-Unis, etc. Là, l'idée c'est de quand même laisser le contrôle au porteur et à sa banque pour faire le paiement et l'authentification. Donc, sachant que voilà, ces enceintes, elles ne sont pas forcément ouvertes avec un parcours intégré. Quoi. Exactement, parce que là, quand on parle après, si on fait la voiture, on fait la maison, on fait l'immeuble, comme on disait tout à l'heure, il faut s'enrôler partout. Enfin, c'est juste un peu un moment de problème. L'avantage, c'est qu'à un moment donné, justement, en ayant un parcours unique en termes d'authentification au travers de la banque émettrice, à ce moment-là, on n'a qu'une seule authentification de manière globale. Soit en travaillant justement sur le wallet exactement comme on l'a vu sur la vidéo là, mais qui peut être... Là, on l'a utilisé au travers d'un SMS, ça peut être des ultrasons, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est juste, à un moment donné, aller réveiller juste la bonne méthode à destination quelque part du client, de façon à justement qu'il puisse s'authentifier de manière hyper simple. Donc oui, ok, à un moment donné, on peut très bien se dire, ouais, il peut juste me reconnaître, mais en termes de fraude sur la partie vocale, il y en a. Deuxièmement, ce que je disais tout à l'heure, juste l'enrôlement sur les différents types d'enceintes et ainsi de suite, c'est pas super fluide pour le client là. Et puis il y a un autre élément, c'est que là on a voulu faire un parcours, en fait c'est le pire parcours qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas enrôlé, on n'a pas de compte chez le commerçant. Je ne connais pas Pizza CCB, c'est la première fois que je commande chez Pizza CCB. Vous n'avez pas déjà un panier type? On n'a pas déjà donné sa carte au commerçant, donc la carte n'est pas enregistrée chez le commerçant, donc on saisit la carte, donc c'est le pire parcours qu'on peut avoir. Là on discute avec des enseignes qui sont intéressées à poker la même chose, mais pour leur enseigne, et donc vraiment des vrais commerçants, et du coup avec des parcours beaucoup plus simples, parce qu'on pourra avoir la connexion automatique sur le compte client et utiliser la carte qui est déjà enregistrée sur le compte client, donc ne pas ressaisir la carte. Voilà. Il y a plein de parcours qu'on peut imaginer beaucoup plus simples que ça. Jean-Michel Chanvas évoquait tout à l'heure aussi l'empreinte environnementale, l'impact. Est-ce qu'il y a des évolutions importantes aujourd'hui à mettre en place, des innovations qui existent déjà aussi pour à la fois soutenir le lien social, l'économie locale et l'empreinte environnementale? Quel est l'apport des nouvelles technologies aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, des innovations qui sont développées sur ces différents points? Guillaume Rio, vous qui faites le tour du monde. Oui, il y a bien sûr, pour tout ce qui est AI, demande beaucoup de données, demande beaucoup de serveurs, et c'est le grand débat autour de ces géants. Ils y travaillent, ils travaillent même sur des îles flottantes pour réfrigérer leurs serveurs, etc. Bon, c'est que des discours, mais ils travaillent beaucoup. Si on reparle de RSE, ils communiquent beaucoup sur le fait qu'ils vont couvrir le monde d'Internet via des drones, etc. C'est plus un discours d'acculturation d'Internet que d'empreinte environnementale. Mais je ne doute pas qu'ils vont travailler dessus et ils vont dire que nos serveurs sont recyclés. Même Apple, son dernier iPhone, leur communication, c'est le fait que leurs derniers iPhones ont été recyclés
ils ont recyclé les anciens. Pour l'instant, c'est du recyclage. Mais l'empreinte carbone de ces géants, elle est relativement énorme. Parce que ces serveurs, plus il y a de tractation, d'interaction, parce qu'ils vivent de ça. L'AI, c'est ça. C'est plus je communique avec eux, plus je fais des transactions. Ça demande beaucoup d'alimentation. Ils réfléchissent même, il y a une start-up française qui est assez originale, qui utilise même maintenant les serveurs délocalisés chez soi pour en faire des radiateurs. Donc ça fait 2 ans d'un, donc ils travaillent aussi là-dessus. Donc ils commencent à mettre leurs serveurs dans des immeubles pour en faire autant faire travailler leurs données, mais aussi faire office de thermostat, etc. Donc c'est aussi une subtilité pour entrer dans le quotidien de chacun d'entre nous. Xavier Valin. Merci. Après, il peut y avoir tout un tas de choses là-dessus. Il y a surtout il y a pas mal aussi de startups qui se positionnent sur le fait que quand on fait un achat e-commerce, on a des bilans carbone, on a des choses dans ce style, et à un moment donné, on peut aussi travailler là-dessus en payant quelque part ce surplus de carbone en termes de livraison. Et on a aussi un sujet là-dessus, c'est plutôt de dire, plutôt que bilan carbone et autres, travailler plutôt sur les cœurs de ville. Donc, comment est-ce qu'on arrive à redynamiser à un moment donné plutôt que d'aller acheter des produits Amazon sans passer par Amazon. Je vais éviter de remettre une pièce, mais aller acheter obligatoirement sur Amazon, aller acheter obligatoirement sur Internet et ainsi de suite. On revient de plus en plus sur des... D'ailleurs, même Google a changé ses algorithmes de façon à les chercher maintenant de manière locale. Certains produits, et comment est-ce qu'on agrège tous les commerces qui peuvent se trouver un moment dans une ville pour justement les mettre sur un seul site. Et là-dessus, on a un superbe projet justement avec GCB et avec Centre France et YouChange, ou sur la redynamisation des cœurs de ville avec la ville d'Issoire, où on essaie justement de redynamiser au travers de toute la partie technologique, justement un centre-ville en travaillant justement avec la ville elle-même pour apporter des nouveaux services. Ça, c'est aussi un côté vraiment social dans lequel justement, là, on s'inscrit. Et là, vous avez déjà des expérimentations en cours? Là, on n'a jamais été aussi près du but. Vous voulez nous en parler un petit peu, Ludovic? Très, très vite. Donc, effectivement, on est convaincu que le petit commerce indépendant de centre-ville a un vrai rôle à jouer dans les centres-villes, dans les villes, pour créer du lien aussi, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais le petit boucher, le petit boulanger, ou le restaurant, le bar, etc., il est très important pour le lien social. Et donc, l'idée, c'est, avec des partenaires, et le Crédit Agricole est notre premier partenaire, on a pris cette initiative avec YouChange de créer ce programme commerçant cœur de ville numérique pour fournir aux commerçants de petites villes, commerçants indépendants, les outils qui leur permettent de faire une transformation digitale, pour le dire avec nos mots à nous. Pour eux, ça ne veut rien dire de dire ça. En fait, c'est les outils qui leur permettent de continuer à être attractifs pour les clients et de s'adapter aux besoins des clients et de mieux répondre aux problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui, que ce soit sur le paiement, mais sur aussi plein d'autres sujets, la fidélité, les programmes, des programmes pour davantage à fournir aux clients, mais également plein de problématiques un peu plus terre-à-terre, comme par exemple comment j'aide le client à mieux se garer près de mon magasin ou mieux accéder à mon magasin. Donc ça rejoint les problématiques d'accessibilité sur lesquelles on travaille, que vous avez vu juste avant. Ou alors comment je mets en place de la livraison ou du click and collect dans mon point de vente pour justement étendre ma zone de chalandise. Il y a un très bon exemple qu'on cite, que Guillaume Buffet de YouChange cite régulièrement, c'est l'exemple du coiffeur. Et donc il y a des startups qui proposent des applications pour permettre au coiffeur qui a par exemple une après-midi où il n'a pas assez de clients de booker un peu mieux en proposant un programme, en proposant des avantages à ses clients, pour acquérir de nouveaux clients. Et aussi une autre start-up qui permet de dire si j'ai une après-midi de libre dans ma semaine, je peux aller coiffer des gens chez eux. Et donc une application qui permet de prendre des rendez-vous à la maison, etc. Et donc ça permet aux commerçants d'être plus compétitifs et plus attractifs. Et de faire vivre donc l'emploi effectivement et les commerces au niveau local. Une question peut-être un peu plus générale pour terminer cette table ronde. Est-ce que l'innovation est seulement technique? Jean-Michel Chanvas. Est-ce que oui, vous vouliez rajouter un mot, pardon. Je voulais rajouter un mot parce que non, mais sur la dimension RSE, la technologie peut beaucoup. Enfin, elle peut beaucoup détruire et elle peut beaucoup aider.
y a tous les sujets qui passionnent le commerce, et parce que ça passionne les clients, des sujets de traçabilité, hein, et tous, alors pour la santé, pour l'impact environnemental, il y a les Yuka, etc., des gens qui ont énormément de succès et qui sont peut-être demain les gens qui dameront le pion à des gens comme Amazon. C'est ma transition, parce que oui, parce que l'innovation, c'est peut-être aussi la transformation, d'inventer l'évolution, de nouveaux modèles économiques. Non, mais absolument. Aujourd'hui, on parle beaucoup de techno, mais en fait, ce qui est intéressant dans l'innovation, enfin essayer de comprendre l'innovation, c'est d'essayer de comprendre qui sont les acteurs de demain et pourquoi ils sont les acteurs de demain. Et quel rôle ils vont prendre dans une chaîne. Cette transformation, en fait, si on prend une image, l'image terrible, c'est Thomas Cook et TripAdvisor. Qui aurait dit, il y a 10 ans, qu'il y en a un qui allait mourir et que l'autre allait devenir un gros marchand. Et je ne parle même pas de Booking, là. Je fais exprès de prendre TripAdvisor parce qu'il n'est pas arrivé, c'est pas un vendeur, c'est quelqu'un qui vient. Parce que dans le tourisme, il y a cette dimension, on ne veut pas être déçu. Donc une espèce de dimension de besoin, de réassurance, etc. Et en rentrant comme ça, par un besoin fondamental, on peut arriver demain à tenir les clés d'un business sans en être nécessairement l'acteur. Enfin, c'est le cas de Uber, hein, évidemment, c'est le plus basique de ça. Et donc ça, moi je trouve que à la fois c'est intéressant et c'est aussi une raison d'espérer et de ne pas se dire que Amazon ne peut que grossir et devenir une espèce de truc supranational qui va tous nous bouffer. D'abord parce que les États se défendront et nous, en tant que citoyens, on se défendra. Donc on a déjà montré de la résilience. Et en plus, parce qu'il y aura toujours des nouveaux acteurs. Il y aura peut-être que demain, Yuka, c'est Yuka qui va remplacer Carrefour, quoi. Parce que finalement, ce sera banal de transporter de la marchandise, mais on donnera de l'argent à quelqu'un qui dit exactement et en qui on a confiance, qui dit ce qu'on mange, quoi, ou comment on se maquille, ou voilà. Donc, je trouve que dans ces sujets-là, souvent, on ne parle pas assez de ça. On parle trop de techno. On parle un peu trop de techno et pas assez des conséquences de la techno sur les acteurs de demain. Dans le paiement, par exemple. Par exemple. Dans le paiement, c'est qui va remplacer Visa, Mastercard et carte bancaire demain ? Est-ce que c'est peut-être ça pourrait être intéressant de regarder, si ce n'est pas une structure qui est capable de fabriquer de l'authentification, qui serait adoptée par tout le monde, cette authentification. Mais en Suède, ce sont les banques qui ont créé ça, qui ont créé quelque chose qui est national et qui fait que, qui est Bank ID, et qui est très fort, parce que ça donne confiance à tout le monde pour toutes ces transactions. Donc, voilà, je lance cette idée, je ne dis pas que... De toute façon, les idées, c'est facile à avoir. Ce qui est compliqué, et Xavier Vasselin qui voulait réagir. C'est de les réaliser. Non, j'entends. Et moi, je parle d'Amazon, mais je pourrais parler de... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une volonté de groupe, d'entité, de devenir une plateforme servicielle. Et l'IoT ou l'AI permet de faciliter cette intégration. Moi, je vais prendre un autre exemple que personne ne connaît ici dans la salle, c'est Suning. C'est un distributeur chinois qui a été créé en 1990, qui est un des plus grands retailers avec 800 points de vente, et qui en 5 ans a créé son entité financière, donc une banque, a racheté des startups dans la santé, dans l'entertainment, dans le gaming, dans la smart home, ils ont investi. Et ils sont en train de créer maintenant leur carte de fidélité qui propose tous ces services et avec un seul moyen de paiement, dans une appli. Et c'est un distributeur. Moi, en France, je vois très bien Orange aller à cette vision-là. Ils ont créé une banque, ils ont la Freebox chez vous, donc pour l'authentification, la Freebox, c'est pas la Freebox, bon bref, c'est une box, vous m'avez compris.
Je ne sais pas s'il y a des gens d'Orange ici, mais justement, je vais changer. Voilà. Et donc, pour l'authentification, ça simplifie beaucoup de choses. Ils sont aussi dans la santé connectée. On peut imaginer Orange aussi proposer une plateforme servicielle avec un forfait, je ne sais de quelle manière. Et la Poste aussi est un très bon exemple. Il y a plein de choses à faire. C'est ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui me fait peur par rapport à ces géants, c'est quand ils vont toucher à la santé. Et l'AI, les plus grandes avancées, c'est vraiment dans la santé. Et le terreau français, j'y crois pas trop, mais aux États-Unis, quand vous voyez le système social qui est une catastrophe, eux, ils ont un pied d'entrée assez extraordinaire dedans. Et si Google, Amazon commencent à proposer des services de santé que ne peut pas assurer l'État américain et surtout à un coût des cliniques privées, là, ça va être autre chose. Et là, ils vont entrer dans ces plateformes servicielles et ça va être beaucoup plus dur d'en sortir. C'est ça mon... Dès qu'on rentre dans l'intimité, la privacy, et c'est le sujet d'aujourd'hui, l'authentification, bah là, vous gagnez un pion et après, vous pouvez étaler un peu ce que vous voulez. Mais après, tout le monde ne l'acceptera pas. Bien sûr, on parle de l'engagement, le RSE. Est-ce que moi, je vais accepter qu'un géant gère ma vie? Est-ce que Orange va gérer tout? Non, bah non, je préférerais avoir ma liberté de penser, entre guillemets, etc. Mais ça, c'est un débat, un vrai débat. Xavier Vasselin. Bah, moi, je l'aborderai un petit peu autrement, c'est de dire aujourd'hui, justement, s'il y a tout un écosystème de start-up et ainsi de suite, elles ne viennent pas obligatoirement tous avec des moyens technologiques, ils arrivent plutôt par le cas d'usage. Là, justement, tu parles à chaque fois de rachat et ainsi de suite, mais à chaque fois, c'est lié à un cas d'usage, toujours le cas d'usage. Et donc, à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour travailler avec elles. Donc, à un moment donné, on a un écosystème. Anne travaille justement là-dessus aussi, Ludovic aussi. On est tous justement sur cet écosystème en veille, à un moment donné, de se dire comment est-ce qu'on fait pour travailler avec. Et donc, l'écosystème vient justement en rupture de nous, les banques, qui travaillons de manière globale et massive sur 90% de notre population. Ils arrivent sur un segment donné, sur une cible donnée, avec une forte valeur ajoutée. Et justement, en proposant ça, ils proposent des choses hyper intéressantes. Et c'est comment est-ce qu'à un moment donné, la banque, les schemes, peuvent justement travailler là-dessus, de façon à aussi travailler avec elles. Donc là, c'est beaucoup de travail à faire en interne au sein de chacune des entités, en termes d'acculturation, pour dire comment je travaille avec, comment j'arrive à produire ça, non pas pour 5% de la population, mais en faire bénéficier 90% de la population. Et c'est là-dessus qu'il y a tout un travail, et c'est là-dessus qu'on travaille tous ensemble. Donc ce n'est pas pour moi que de la technologie, et surtout pas de la technologie pour la technologie. Autrement, aujourd'hui, on ne parlerait pas de web, on parlerait d'IP, mais d'IP par instant de paiement, d'initiation de paiement, mais Internet protocole. Et quand on regarde les publicités de tous ces géants et autres, ils parlent de la vie, hein, dans le quotidien, dans l'intimité, la chanson pour la maman, et voilà, le quotidien, la vie. Un petit mot de conclusion, Ludovic Francesconi, Anne Desmond. On a beaucoup parlé de demain. C'est vrai que je voulais juste rappeler effectivement ce qu'avait déjà mentionné le directeur général Philippe Loani ce matin, c'est que on arrive à innover dans le monde du paiement et donc bien sûr avec le commerce. La meilleure preuve de ça, c'est le sans contact. Donc effectivement, maintenant on est sur une trajectoire sur le paiement sans contact par carte qui est idéale puisque donc on va dépasser les 3 milliards de transactions sans contact. On est à presque 30% de l'ensemble des paiements en magasin et sur automate aujourd'hui qui sont sans contact, en CB. Et il y a plein de nouvelles perspectives de cas d'usage. Donc on travaille énormément sur le paiement dans les transports urbains en particulier, avec ce qu'on appelle l'open payment. Le paiement sur les péages d'autoroute, qui va migrer massivement vers le paiement sans contact par carte. Et donc il y a plein de perspectives qui sont ouvertes déjà aujourd'hui sur l'innovation. Et donc c'est très important aussi de penser à demain et à après-demain. Et toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui sont, je pense, très, très importantes. Anne Desmond, pour conclure. Moi, je suis assez d'accord avec Xavier sur le fait que l'innovation passe par la technologie, mais pas que. Je dirais que pour nous, ce qui est important, en tout cas, c'est de pouvoir accompagner des entreprises françaises qui ont du potentiel à l'international, qui sont capables de se démarquer vis-à-vis d'autres technos étrangères. Certains sont beaucoup plus innovantes que d'autres. Mais l'idée, justement, c'est de pouvoir aussi bénéficier un peu des différents écosystèmes qui existent en France et à l'étranger pour justement montrer le bon cas d'usage qui fera en tout cas la différence à l'international. C'est vrai que nous, on a
on représente en tout cas Business France, la French Tech à l'international. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir faire rayonner, disons, le meilleur de ces entreprises, qu'elles soient de différents domaines, sur ces marchés-là. Donc la technologie, c'est très important. Mais pour moi, ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir effectivement montrer des références et, comme on l'a dit, des cas concrets qui permettent justement de répondre clairement à un besoin ou à un problème qui a été clairement identifié. Et de s'intégrer dans un écosystème. Un petit mot pour conclure. Non, vous ne voulez plus. Là, je voulais faire ma Greta Thunberg, là. Je voulais lancer un appel aux gens qui veulent se mobiliser pour essayer de dématérialiser les tickets de caisse et les tickets CB. À partir du moment où on aura prouvé, il faut qu'on regarde ça s'il y a des gens qui ont des idées, que ça contribue à sauvegarder la planète. Voilà. C'est un truc qui est à notre portée, c'est un truc de communauté. Un petit geste, on doit c'est pouvoir du faire ça ensemble assez vite, je crois. Ça, eh bien, merci beaucoup pour cette initiative. Et merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir évoqué avec nous cette innovation, d'avoir parlé un petit peu du futur. Demain, après.